Bonsoir à tous, merci de votre attention. Bagdad aux mains des Américains après 3 semaines de guerre, édition spéciale du journal, avec tout de suite ces quelques images qui résument l'essentiel. D'abord la chute de Saddam Hussein, le despote reste introuvable, mais sa statue a été déboulonnée il y a un peu plus de 3 heures sur la place centrale de Bagdad. Image des Irakiens en liesse, on a observé des scènes de joie ce matin dans les rues désertées par les forces du régime, même si, il faut le noter, la plupart des habitants sont restés chez eux. Image des chars américains au cœur de la capitale, installés sur les principales avenues. La ville est-elle entièrement sous contrôle? Non, a répondu l'état-major tout à l'heure. Plusieurs quartiers ne sont pas sécurisés. Enfin, image d'une situation fragile et d'un risque de chaos. Le pillage est systématique dans les magasins et les bâtiments officiels. La guerre n'est donc pas finie, mais la bataille de Bagdad est terminée, ou presque. On commence avec ces premières scènes qui ont marqué la débâcle du régime. C'était en fin de matinée. Les chars américains progressent dans les quartiers populaires, pratiquement sans résistance, et la population descend dans les rues. Des scènes de liesse limitées, mais bien réelles. Hervé Guéquière. Il n'y a de Dieu que Allah, et Saddam est l'ennemi d'Allah. Un mélange de ferveur religieuse, de joie et de soulagement dans le quartier de Saddam City. Ici, la majorité chiite déshéritée a été tyrannisée, humiliée pendant toute la période de la dictature du parti Baas, plus de 45 ans. Aujourd'hui, sous la bannière noire chiite, c'est un jour de délivrance. Les jeunes en profitent pour hurler « Oui au chiisme, bientôt au pouvoir ». À quelques kilomètres, près du centre de Bagdad, les blindés américains acclamaient. Après 3 semaines de conflit, voilà des images que Washington n'attendait plus. Mais quelques Irakiens restent méfiants. Drapeau blanc à la main, parfois même les bras en l'air. Tous paraissent être des civils. D'autres, des combattants, ont abandonné toute lutte. Ils s'éloignent presque tranquillement. La guerre semble finie, même si des escarmouches restent possibles, ici ou là. Dans un autre quartier de Bagdad, cette scène, inimaginable il y a encore quelques heures. Un jeune garçon s'attaque à une statue de Saddam Hussein, puis d'autres suivent. Le défoulement devant des soldats américains interloqués. Un Marines demande de reculer, même s'il comprend ce drôle de jeu. Puis un Baghdadi revient à la charge pour insulter le Raïs. Mais dans la capitale irakienne, tous n'ont pas tourné la page de la guerre. Il y a encore et toujours un sentiment de révolte contre les Américains. Cet homme brandit des habits d'enfants ensanglantés, puis emmène les journalistes vers la famille endeuillée. Qu'a fait cet enfant pour mériter la mort? Hurlent les parents, anéantis. Pour eux, le jour de la chute de Saddam restera un jour de désespoir. Un peu plus tard, c'est autour de la plus grande des statues de Saddam Hussein que se sont rassemblés les habitants de Bagdad. La suite racontée par Jérôme Soulard. C'était le plus grand, le plus haut, le plus lourd symbole du pouvoir de Saddam Hussein sur l'Irak. Une statue géante du Raïs sur laquelle la foule va se déchaîner. On hurle sa joie ou sa colère. Et pourtant tout n'a pas été si simple pour offrir aux caméras du monde entier cette image de libération. 2 heures plus tôt, sans adversaire ni combat, les chars américains prennent position sur la place du paradis El Fardaous. Le signal de la fin d'une époque pour une centaine de jeunes Irakiens qui attaquent à la masse cette gigantesque statue. Le geste est dérisoire, mais qu'importe, ils seront nombreux à vouloir le répéter. Un blindé américain vient donc à leur secours. Une corde est même accrochée au cou de Saddam, le dictateur.
Pendant quelques secondes, un Marine se va même dresser le drapeau américain sur le visage du Rice. Geste formellement interdit par son état-major. Erreur de communication vite rectifiée, on accroche donc un drapeau irakien. L'un des plus orgueilleux symboles du pouvoir peut désormais céder. Le visage de Saddam Hussein, celui que tout Irakien devait aduler en public, n'est plus qu'un trophée qui ne fait plus peur à personne. Mais dans cette ville en ébullition, on a aussi assisté à des scènes de chaos. On vole tout, des fauteuils, des lavabos, tout semble bon à prendre. Commentaire Olivier Gazzi. Un baiser, dit cet homme. Il est content et il a de quoi. Aujourd'hui, Bagdad n'est plus qu'un grand supermarché gratuit. Première cible des pillages, les bâtiments publics. Ici, nous sommes au ministère de l'Irrigation. Ironie de l'histoire, les fleurs sont en plastique. Qu'importe, elles seront embarquées aussi. Bush, good, dit ce garçon. Bush, va te faire voir, répond l'autre. À l'heure du grand pillage, les convictions politiques sont encore secondaires. Un gamin mettra tout le monde d'accord. C'est Allah qui est grand. On a même les chaises. Un peu plus loin, le quartier général du fils aîné de Saddam. Là, la haine du régime est nettement plus visible. Venez, venez vous exprimer librement, crie cet homme. Venez les opprimer. Cet homme nous a tués. Il a tué notre jeunesse. Il a tué les meilleurs d'entre nous. Ce criminel. Ce mécréant. À quelques mètres de là, le pillage des ors du pouvoir se poursuit. Tout y passe, y compris le plus futile. Dans cette atmosphère de fin de règne, les chars américains ne sont même plus un objet de curiosité. Leur unique mission est d'ailleurs d'avancer, pas d'arrêter les pillages. Et c'est comme ça dans toute la ville. À chacun son ministère. Ici, nous sommes dans celui de l'agriculture, ou ce qu'il en reste. En quelques minutes, il sera totalement vidé. Image surréaliste. Celle-ci résume peut-être aujourd'hui à elle seule la chute de Bagdad. Oui, commentaire d'un commandant américain, c'est une honte, mais nous ne sommes pas ici pour faire la police, mais pour des opérations militaires. Il faut dire que des groupes de tireurs isolés sont restés actifs et le restent encore ce soir dans certains quartiers. Voici la journée telle que l'ont vécu nos envoyés spéciaux. Un reportage d'une intensité particulière dans une ville en train de basculer. Bertrand Coq, Emmanuel Beck, Hervé Paploret et Grégoire Degnaud de l'agence Capa. Touché à mort, un camion achève de brûler. Des combattants s'enfuient à travers champs. Ils abandonnent leur position. Il est 10 h du matin, les Américains ont route ouverte jusqu'au cœur de la capitale. C'est terminé, confirme un gamin qui vient de jeter son arme. Tous les Fedayines sont partis. Et pour la première fois depuis 30 ans, les Irakiens n'ont plus peur du régime et de son chef. Dans Saddam City, le grand quartier chiite, les habitants pillent une caserne du parti Baas. Le précédent régime était mauvais. Le suivant le sera aussi, soutient ce vieux bédouin. Nous, les pauvres, nous sommes toujours perdants. L'avenir, c'est Dieu qui l'écrit. On verra s'il sera bon ou mauvais. Dans le centre-ville, les derniers kamikazes tentent un baroud d'honneur. À 2 pas du ministère de l'Information, ils montent vers un improbable assaut en hurlant le nom de Dieu. Que la famille du prophète soit avec nous, crient ces jeunes Fedayines dont la majorité ne sont même pas irakiens. Dans cet entre-deux chaotique, des pillards vident quelques boutiques abandonnées. Les combattants retournent leurs armes contre eux. Bagdad sera toujours vainqueur, clame l'homme au kéfier, qu'un civil implore de cesser le combat. Tu n'as que ton fusil, lui dit-il. Et en face, il y a ça.
Depuis le matin, ils sont à Bagdad comme chez eux, ici, sur la rive orientale du Tigre, dans un quartier résidentiel. Vous croyez que c'est fini? J'espère. Envie de rentrer à la maison? Ah, ça oui. Un autre djihad a récupéré un fusil d'assaut Kalachnikov. Ils l'ont abandonné. C'est un super... La suite, c'est comme au cinéma. Les djihadis s'emparent sans opposition d'un complexe de la garde républicaine. L'endroit est désert, mais dans toutes les pièces est toujours accroché le portrait de celui que les Irakiens acclamaient encore il y a 2 jours. Les djihadis ont aperçu quelques civils dans la maison d'en face. Mais la population est accueillante. Notre chauffeur a pris la tangente, mais un Irakien se propose de nous ramener à l'hôtel. Fini Saddam Hussein. Des maisons, les gens sortent, nous offrent des bières. Ma première bière fraîche. Ceux-là au moins se sentent libérés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il reste quelques poches de résistance. Devant un pont vide, 2-3 hommes sans chef vident leur dernier chargeur sur un ennemi invisible. Ce Syrien nous montre pourquoi il se bat, le Coran. Mais plus rien n'arrête désormais la progression des blindés américains dans l'est de la capitale. Partout, des vivas, des drapeaux blancs, des sifflets d'encouragement. Je suis heureux. Ce que je ressens, c'est le bonheur de la liberté. Nos relations avec eux, plutôt bonnes, je crois qu'ils nous aiment bien. Je ne sais pas combien de temps on va rester dans ce pays. On verra. Il est 4 heures de l'après-midi lorsque les blindés rallient l'hôtel Palestine, celui des journalistes, celui que ces mêmes Américains ont bombardé hier par erreur. Une pacifiste interpelle un chef de char sur sa tourelle. Foutez le camp, salaud de Yankee. T'étais où le 11 septembre, lui répond le soldat. Je t'emmerde. Tueur d'enfants, allez voir à l'hôpital ce que vous avez fait, hurle encore la pacifiste. Mais la plupart des boys s'en moquent éperdument. Et le jeune tankiste est tout à son bonheur. Il a l'air d'un bébé, il a 20 ans. Comment trouvent-ils les Irakiens? Sympa, accueillant. Ils sont contents qu'on soit là. C'est géant. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. C'est euphorique. Devant les quelques officiels irakiens qui n'ont pas pris la poudre d'escampette, les Américains pénètrent alors dans l'hôtel. Le lieutenant-colonel McCoy du corps des Marines grimpe directement dans le bureau du directeur et prend possession des lieux. Et voilà, on est à Bagdad. Et Saddam Hussein, j'espère qu'il est mort. À défaut de pouvoir produire l'original, mort ou vif, les sapeurs du colonel McCoy décident alors de se payer la statue du Raïs défait. La première d'une longue série à dégringoler de son piédestal. Voilà pour ce reportage de Bertrand Koch, Emmanuel Beck et Grégoire Degnaud en direct de Bagdad. Nous retrouvons un autre de nos envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck. Bonsoir Gérard. Première chose, donc, si on a bien compris ces images dans l'hôtel où résident les journalistes, vous n'avez plus autour de vous ces guides, entre guillemets, chargés de vous encadrer. Non, effectivement, ils se sont envolés. Ils s'étaient déjà envolés hier après-midi. Le chef de
de presse, monsieur Ouday Eltaï, qu'on avait d'ailleurs interviewé 2 fois ici sur notre antenne. J'avais rendez-vous avec lui hier à 17 h. On m'a dit qu'il va arriver un petit peu en retard. Je l'attends toujours. Il est vraiment très en retard. Et ce matin, surprise, au moment où nous partions en reportage, eh ben, il n'y avait plus de chauffeur, il n'y avait plus de traducteur, il n'y avait plus de guide. Tous ces gens qui nous ont encadrés pendant des semaines, voire des mois, pour nous donner la bonne parole, se sont effectivement envolés. On avait déjà senti ce climat de délitement du régime. Gérard, on peut dire ce soir que c'est la fin du régime de Saddam Hussein. Oui, on peut le dire. Évidemment, la bataille n'est pas totalement gagnée à Bagdad, mais on peut dire qu'effectivement, ce régime est tombé. La symbolique, c'est l'arrivée, vous l'avez vu dans le reportage de Bertrand Cox, c'est l'arrivée donc de ces chars américains à la rencontre de l'hôtel Palestine et des journalistes qui étaient là pour filmer leur arrivée triomphale dans la ville. Mais c'est vrai que c'est la fin de ce régime qui visiblement tombe sans vraiment une grosse résistance ce soir. Gérard, le sentiment de la population, on a vu des scènes de liesse, mais on ne peut pas dire que tout le monde soit descendu dans la rue pour fêter les soldats américains. Non, c'est vrai que les scènes de liesse, on les a surtout vues dans le nord de Bagdad, le quartier de Salam City, qui est un énorme quartier, c'est quasiment une ville dans la ville. C'est composé essentiellement de gens de religion musulmane chiite. Et ces gens qui sont environ 1 million, donc c'est quand même un énorme quartier, ces gens ont beaucoup souffert de Saddam Hussein. Donc on savait que sans doute, si des Irakiens devaient bien accueillir les libérateurs, entre guillemets, américains, ben, ce serait bien ces gens-là. Ce sont donc ces gens-là qu'on voit sur les images. En se promenant pas très loin d'ici, dans d'autres quartiers, on voit bien que les gens sont soulagés, mais de là à être très contents, c'est une autre paire de manches. Effectivement, je pense que peu de gens regretteront ce régime terrible de Saddam Hussein, mais pour autant, ce qui domine ce soir, c'est quand même une inquiétude sur l'avenir. Et les gens sont plus préoccupés par des problèmes d'alimentation, d'aide humanitaire et sanitaire, parce qu'ils sortent quand même de 10 ans d'embargo, plutôt que de problèmes politiques. Merci Gérard, on y reviendra effectivement un peu plus tard. Pour mieux le mesurer, en tout cas, ce sentiment dans la ville, une autre de nos équipes à Bagdad est allée ce matin à la rencontre des chars qui arrivaient en centre-ville, à la rencontre de soldats américains incrédules d'ailleurs, atmosphère de fin de règne. C'est un reportage d'Aubry Edler, Sylvain Daubat et Vincent Lejeune. Pour eux, la bataille de Bagdad est terminée. Après une nuit de combats sporadiques, 200 hommes de la première division de Marines ont pris possession de la rive orientale du Tigre. De Bassora, ils ont remonté la route numéro 6 à l'est du pays. On devine aux véhicules calcinés que la résistance irakienne a été inutile. Dans les débris encore fumants, des cadavres en civil, des restes de Kalachnikov, rien d'autre. Les Marines n'ont pas lésiné, même pour eux, le spectacle est difficilement supportable. L'unité Lima 37 s'offre une pause. L'ambiance est détendue, mais vigilante. L'armée irakienne est en déroute. Les attentats suicides restent à craindre. Ce lieutenant raconte qu'il s'attendait à davantage de résistance, qu'il se demande si les combattants irakiens sont courageux ou stupides d'avoir osé se battre. Face à eux, les Bagdadis n'opposent aucune résistance. Les drapeaux blancs de fortune font leur apparition. Bras levés, ils apprennent d'un coup ce que l'occupation veut dire. Cet Irakien nous dit que rien n'est terminé, ni dans son cœur, ni dans son âme. Les Américains, dit-il, sont la honte de l'humanité. Ils disent qu'ils sont venus aider l'Irak, alors qu'ils ne sont que des menteurs et des salauds. Avançant, mètre par mètre, les Marines avalent rapidement les 2 derniers kilomètres. Au moindre doute, ils tirent. La population assiste immobile à la chute de sa capitale. Quelques vivas, de maigres applaudissements, difficile de savoir ce qu'ils ressentent vraiment. L'un nous dit qu'il souhaiterait pouvoir chasser les tanks de sa ville. Et quand on lui rappelle qu'il vient juste d'applaudir les Américains, il bafouille un peu gêné. Un autre s'interpose alors, disant que l'important est d'avoir à manger et de l'électricité. Ailleurs dans la ville, l'atmosphère est délétère et les rues désertées sont la proie des profiteurs de guerre. Tout est bon à prendre, au plus vite.
À Bagdad ce soir, c'est la débâcle organisée. En vacances de pouvoir, les Irakiens sont livrés à eux-mêmes, alors que les Américains n'ont pas encore fini de sécuriser leur position. Voilà, et l'un de ces Américains est avec nous maintenant en direct de Bagdad, le capitaine Brian Mingan. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de parler de ce sentiment des Bagdadis, votre sentiment à vous, capitaine, d'abord, est-ce que vous pensiez que ce serait aussi facile de prendre Bagdad et qu'avez-vous ressenti ce matin dans ces heures d'arrivée au centre-ville? Je dois dire que je ne me disais pas que ce serait facile de prendre Bagdad. Je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ne sont pas contents de nous voir arriver. Donc je pense que j'aurais tort de dire que nous avons pris Bagdad. Nous avons sécurisé des zones à Bagdad, mais il reste des choses à faire. Avez-vous eu peur pendant ces heures d'offensive? Pas vraiment. Je suis confiant dans les marines qui m'entourent. Ce n'est pas notre première bataille. Nous avons appris à nous battre contre les Irakiens qui ont choisi de se battre contre nous. Il y a une partie de la population, ce n'est pas tout le monde. Nous avons appris à nous battre et à gagner, et nous avons fait ça depuis le premier jour. Et vous disiez que vous avez ressenti un sentiment de joie en arrivant dans le centre-ville ce matin. Tout à fait. C'était la joie des Irakiens qui étaient là, qui célébraient, et on était tout simplement heureux de leur avoir donné l'occasion d'exprimer cette joie. En parlant avec certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de faire cela dans toute leur vie, de s'exprimer librement et de me dire quelles sont leurs opinions, de s'exprimer contre le régime, contre la vérité du régime. C'est un très beau sentiment et avec un peu de chance, ça va se finir vite. Les Irakiens pourront instaurer un gouvernement librement élu. Oui, parce que tout de même, dernière chose, capitaine Mengam, vous avez conscience que pour une partie, et peut-être une grande partie de la population, vous êtes une force d'occupation à Bagdad. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Nous avons été accueillis très bien. Il y a très certainement des personnes qui ont peur de dire que nous avons été bien accueillis alors que le régime était encore en place. Je n'ai pas eu le sentiment de la part de ces gens qu'on était une force d'occupation, on a été bien accueillis. Et je crois que les gens se rendent compte que la politique américaine, c'est qu'une fois que les Irakiens pourront gouverner pour eux-mêmes, quand ils pourront établir un gouvernement librement, démocratiquement élu comme aux États-Unis et en France, alors tout ça sera fini. Nous allons faciliter ce changement de régime. C'est notre objectif, mais je ne pense pas que nous soyons des occupants, pas du tout. Je crois que les gens nous voient comme des libérateurs et je crois que c'est plus exact. Merci, capitaine Mengan, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et on reste avec les militaires américains. Depuis 3 semaines maintenant, vous l'avez peut-être constaté, nos reporters Agnès Varamian et Patrick Desmully suivent une unité de Marines. C'est avec eux qu'ils sont entrés en début d'après-midi dans le centre de la ville. Voici leur reportage. Les Marines au cœur de Bagdad. Quelques tirs et leur riposte. Le 7e régiment de combat prend position tout autour de ce jardin. Écarte aussi les voitures qui se dirigent vers les soldats. Nous sommes au pied de l'esplanade des martyrs de la guerre Iran-Irak. Le monument est vide, pas un seul ennemi en vue. La plupart d'entre eux n'ont pas l'air de vouloir se battre, ils veulent juste que Saddam parte comme nous le voulons. Ils se mettent à côté et nous laissent faire notre travail. En face, l'académie de police, détruite. Au milieu, la mosquée, intacte. Aux alentours,
Des tireurs embusqués, délogés à la mitrailleuse lourde. Ouais, je pense qu'ils se sont repliés vers la ville. Ils ont vu du monde, ils voulaient tirer des coups de feu. En fait, ils voulaient savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Dans l'après-midi, les Marines se sont passés très vite devant les blindés à l'abandon de l'armée irakienne. 10 kilomètres les 10 derniers, franchis les yeux fermés sur les pillages, sans encombre, sans résistance. Je ne sais pas. Ici, il y avait beaucoup de soldats irakiens. Hier, beaucoup d'avions sont venus, ils ont lancé des roquettes. Et qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas ce que je ressens. Je n'arrive pas à l'exprimer. Mission accomplie. En fin de journée, seuls quelques bâtiments brûlaient autour de nous. L'ordre a été simultané. 3 régiments de marines sont entrés en même temps dans Bagdad cet après-midi. Le 7e régiment de combat, la Lima Compagnie, que nous suivons depuis 15 jours, devrait parcourir encore quelques kilomètres avant de faire la jonction avec l'US Army, venu par le côté ouest. Et à noter qu'un délégué canadien de la Croix-Rouge a été tué dans un échange de tirs aujourd'hui. Et puis, on est toujours sans nouvelles du caméraman français de la chaîne britannique ITN, Frédéric Nérac. Une page est donc tournée en Irak. On évoquera le cas de Saddam Hussein dans un instant. Mais les dignitaires du régime, les ministres et les autres, ont eux aussi disparu. Ceux-là même qui, il y a quelques jours encore, tenaient le pays d'une main de fer. Richard Binet. C'était la dernière parole officielle du régime irakien. Hier, vers midi, le ministre de l'Information, Mohamed Saïd Al-Saaf, apparaissait dans Bagdad pour assurer qu'aucun Américain n'avait pu pénétrer dans la capitale. Depuis, aucun dignitaire du régime n'est réapparu. Invisible, Tarek Aziz, le vice-premier ministre irakien, bras droit de Saddam Hussein, ici lors d'une ultime interview à une télévision occidentale le 31 mars dernier. Envolés eux aussi, Oussaï et Oudaï, les 2 fils du dictateur. Seul l'ambassadeur irakien aux Nations Unies à New York est encore visible. Il semble avoir perdu tout contact avec sa hiérarchie. Je ne sais rien. C'est la guerre, il y aura un gagnant et un perdant. C'est la situation, je n'ai pas d'autres informations. Vous avez des contacts? Aucun et depuis longtemps. Piste privilégiée, un repli des survivants du régime vers Tikrit, la ville natale du président, le berceau de son pouvoir. Peut-être la seule ville où les manifestations de ce genre, juste avant la guerre, ne sont pas factices. Les Américains ne s'y sont pas trompés. Ces derniers jours, ils ont intensifié leurs bombardements sur la cité du nord de l'Irak. Autre piste plus improbable, un exil. Par exemple vers la Syrie, là où est né le parti Baas. Personne ne semble aujourd'hui savoir où s'est réfugié le régime déchu. Seul au Liban, Nabi Berri, président du Parlement, ose une information. Saddam Hussein aurait trouvé refuge à l'ambassade de Russie, à Bagdad. Seule certitude, ils étaient tous autour de Saddam Hussein avant-hier pour une réunion au sommet. C'est peut-être là qu'aurait été élaboré un plan de fuite qui apparemment aurait réussi. Oui, Richard Binet évoquait la Syrie, c'est semble-t-il la piste privilégiée par Washington. Donald Rumsfeld indique que des hauts responsables irakiens s'enfuient en ce moment vers ce pays frontalier de l'Irak. Saddam Hussein, on en parlait, ses statues, on l'a vu, sont abattues. Ses portraits, eux, sont enlevés ou saccagés. Image ici d'un curieux tableau près de Kerbala. Le vrai Saddam, lui, donc, a disparu. Est-il mort sous les décombres du restaurant bombardé il y a 2 jours? Les Américains procéderont peut-être à des analyses ADN pour le vérifier. En tout cas, c'est la fin d'un règne, 34 ans d'un régime de terreur. Gilles Rabin. Quand Saddam Hussein, le laïc qui n'a jamais été militaire, allait prier à la mosquée en uniforme, il enlevait son revolver. La caméra officielle se faisait alors pudique, mais trop tard. L'uniforme, c'est celui de son parti, le Baas, qu'il a organisé comme une armée pour en faire le socle de sa dictature. Une dictature dont la cruauté expéditive n'épargnait personne. En juillet 1979, le lendemain de son accession à la présidence, il dénonce un complot à l'intérieur même du parti Baas. Et tandis qu'on fait l'appel des coupables désignés, beaucoup seront fusillés, Saddam Hussein à la tribune fume un cigare. Dès cette époque, l'Occident, Europe comme États-Unis, connaît la vraie nature du régime irakien, mais ne veut voir que Saddam Hussein le réformiste, Saddam le bâtisseur qui modernise son pays.
Et quand, en septembre 1980, il déclare la guerre à l'Iran, où les ayatollahs viennent de prendre le pouvoir, l'Occident, qui s'inquiète déjà de la contagion islamique, le soutient. Première grave erreur de Saddam Hussein, il pensait que le nouveau régime des ayatollahs allait s'effondrer. 8 ans et 1 million de morts plus tard, la guerre se termine sans vainqueur. Deuxième erreur, alors que la propagande officielle nous livre des images d'un président irakien qui s'adonne en famille à des plaisirs simples, pour mater la rébellion kurde, il fait gazer les 8000 habitants du village d'Al-Abja. Impossible pour les Occidentaux de cacher plus longtemps que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive dont parfois il a acquis la technologie en Occident. Pourtant, le dictateur irakien reste très fréquentable et même très courtisé. Il a du pétrole, beaucoup. L'Irak, c'est la deuxième réserve mondiale. Tout lui réussit encore et sa propagande le fait savoir. En août 1990, pour du pétrole justement, et pour un plus large accès à la mer, il décide d'envahir le petit Koweït et de l'annexer. Troisième erreur, il vient de franchir une ligne rouge, il a sous-estimé les réactions internationales. Contre Saddam Hussein, l'Occident bâtit la plus grande coalition jamais réunie à l'époque. Sous la direction de Bush père, alors président des États-Unis, ce sera la première guerre du Golfe de janvier 91, sous mandat de l'ONU cette fois-là. Saddam Hussein est défait en 3 semaines, mais épargné, lui et sa dictature, par les Occidentaux. La suite, ce sera une répression féroce contre les chiites du Sud qui tentent une révolte, 200 000 morts au moins. Et contre les Kurdes, un régime de sanctions imposé par l'ONU, plus de 10 ans d'embargo international, dont la vraie victime ne sera pas le dictateur, mais le peuple irakien. Quatrième erreur, ne pas avoir compris que Bush fils était déterminé à lui faire une guerre que l'Irak ne pouvait pas gagner. Vendredi dernier, Saddam Hussein avait pris un bain de foule dans une rue de Bagdad. Lundi, les Américains bombardaient cette rue, pensant détruire le bunker souterrain où le président irakien se serait réfugié. Ce soir, la dictature est morte. Saddam Hussein l'est-il aussi? L'espoir des Américains, c'est que ce dernier bain de foule, ce dernier défi, soit aussi sa dernière erreur. Une réaction, la réaction d'un Irakien à cette journée à Bagdad, la vôtre, Monsieur Bachara, Jawad Bachara, vous êtes éditeur, réalisateur, producteur et vous êtes installé en France. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez découvert ces images aujourd'hui? C'était le grand soulagement. C'était une joie illimitée, immense. Pour moi, c'est la libération, c'est la renaissance. Pour moi, c'est une date, sera gravée dans ma tête jusqu'à la mort. Je n'oublierai jamais cet instant. Vous avez des proches à Bagdad que vous avez contactés ces dernières heures, ou des amis ou... Enfin, j'ai énormément d'amis, mais mes proches sont à Babylone. J'ai pas réussi malheureusement à les contacter, mais j'ai quand même des nouvelles rassurantes. Mais les gens là-bas sont très contents, et moi je partage leur joie. Vous avez envie d'y aller vous-même maintenant, d'y retourner? Ah, certainement. J'ai hâte d'y aller. Une fois c'est dans vos projets? Ah oui, ça c'est dans les médias. Les jours qui viennent, je me prépare pour partir. Monsieur Bachara, on l'a aussi entendu quand même dans les reportages, et puis certains le remarquent, des Américains à Bagdad, la grande capitale du monde arabe. Est-ce que ça peut provoquer aussi une réaction de rejet? On l'a entendu aussi dans les reportages. C'est pas une réaction de rejet, il y a certains éléments qui n'acceptent pas ça. Moi-même aussi, je n'ai pas accepté facilement la présence américaine dans la ville de Bagdad, et même ailleurs, parce que c'est synonyme d'occupation, de colonialisme. Bon, c'est un sentiment partagé, mais au moins, pour le moment, il faut savourer le moment de victoire, de renversement de Saddam Hussein et de la fin du régime qui a écrasé le peuple et le pays. Après, on verra comment on peut gérer l'après-Saddam et les relations avec les États-Unis. La chute de Saddam Hussein, c'est l'essentiel pour vous? Exactement, c'est la priorité absolue. Alors regardez, Monsieur Bachara, comment réagissent d'autres Irakiens qui habitent en France. C'est Pauline Revenat et Christophe Vignal qui étaient à leur côté aujourd'hui. Ah, ça commence, oh là 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 là. Des images de Choumel, waouh. Vraiment, image historique. Ça rentre dans l'histoire. Le plus grand dictateur dans le monde. Ce moment-là, ils ne sont pas prêts de l'oublier. La statue de Saddam Hussein vacille et sous leurs yeux, le régime s'effondre. Adil tient ce restaurant de Sarcelles depuis 11 ans. Il est né à Bagdad. Sa sœur et sa belle famille vivent encore là-bas. Ils sont tous à Bagdad. On n'a pas réussi à le rejoindre depuis le bombardement de la centrale de la télécommunication. Bombardée depuis 3 semaines, la capitale est tombée rapidement sous la poussée des GIs. Il y a eu si peu de résistance.
Il n'y a pas, parce qu'il en a marre, le peuple il en a marre de cette situation depuis longtemps. Il a souffert beaucoup. Parce que c'est la troisième guerre. Ils sont à Bagdad Café. Ça fait vraiment un soulagement. Ça fait beaucoup plaisir. J'ai envie de vraiment danser, applaudir, sincèrement. Soulagement, mais aussi inquiétude face à l'avenir encore incertain là-bas. On sent qu'ils ont la liberté de parler. Ça, c'est important quand même. Ça commence un peu. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de la guerre civile après. La page Saddam Hussein se tourne, mais les discussions continuent. Comment reconstruire? Comment faire pour oublier la dictature? Saddam Hussein sera capturé. Ce sera vraiment la fin. Là, bon, c'est... Il faut changer les lois. Il faut changer le régime. Il faut changer le régime parlementaire. Il faut changer beaucoup de choses pour avoir la démocratie. Puis ça prend beaucoup de temps. Et puis là, un jour, peut-être, pourquoi pas. Et on retourne en Irak avec une autre réaction attendue, celle du sud du pays, dont la plupart des villes sont maintenant contrôlées, vous le savez, par la coalition. C'est le cas par exemple de Bassora. Alors il y a certes du soulagement, mais encore une fois, la première préoccupation est ailleurs. Comment trouver à boire et à manger? Envoyés spéciaux à Bassora, Christian Autain, Océan Grenier. L'eau, c'est devenu l'obsession quotidienne des habitants de Bassora, surtout par cette canicule. Plus de 42 degrés à l'ombre aujourd'hui. Cette fontaine improvisée sortie du sol est une aubaine. Et quand on a soif, on n'est pas trop regardant sur la qualité de ce que l'on boit. Cette eau, elle n'est pas potable, elle donne mal au ventre. Dans ce contexte de pénurie, l'événement du jour, la chute de Bagdad, est passé presque inaperçu, même si cela en réjouit quelques-uns. Je suis très heureux que Bagdad soit tombé. Je veux dire merci à M. Bush et à M. Blair. Nous sommes libres maintenant. D'autres ne sont pas au courant. Nous n'avons pas de nouvelles de Bagdad, juste à la télévision. Apparemment, la télévision de ce monsieur n'en a pas parlé. Il faut dire qu'ici, à Bassora, en ce moment, on a l'esprit ailleurs. Trop occupé à piller, à récupérer tout ce qui peut l'être, pour le rapporter par n'importe quel moyen. Cet après-midi, les 3 banques du centre-ville ont été la proie des pilleurs. Mais il n'y avait rien dans les coffres. Les voleurs ont alors essayé de faire sauter la chambre forte. C'est là que les troupes britanniques sont intervenues pour repousser les assaillants. Et c'est l'une des premières fois que les Anglais s'opposent à ceux qui pillent la ville depuis 3 jours. Nous pouvons gérer ces gens, nous avons les équipements pour cela. Nos gars sont très bien entraînés pour ce genre de choses. Ils l'ont déjà fait en Irlande du Nord pendant des années. C'est juste qu'on ne pensait pas devoir le faire ici. Mais en l'absence de pouvoir civil, les militaires britanniques auront bien du mal à faire régner l'ordre. Le président Bush a promis la liberté de quoi vivre au peuple irakien. Mais 2 jours après la prise de la ville de Bassora par les Anglais, la ville est livrée aux pillards. Et la population irakienne attend toujours l'aide humanitaire capable de la soulager. Et précisément, les Américains ont l'intention d'installer un pont aérien d'aide humanitaire. Les premiers avions, d'après Washington, seraient déjà arrivés à l'aéroport de Bagdad. Toujours dans le sud, à Kassar, image du principal camp de prisonniers irakiens. Quelques 5000 personnes sur un total de 7000 selon la coalition. Et puisqu'on en est au premier bilan, parlons des morts. Les chiffres sont très flous côté irakien, entre 500 et 900 personnes selon des estimations données avant-hier par les autorités elles-mêmes avant leur fuite. Il s'agirait des seuls civils, mais le chiffre est évidemment sujet à caution. Côté britannique, 30 soldats seraient morts et 96 côté américain. Et c'est évidemment un élément important pour Washington. Bonsoir Thierry Tuillier. Politiquement, rien n'est joué, mais ce soir, après 3 semaines de guerre, on peut dire que militairement, les Américains ont tenu leurs objectifs. Oui, souvenez-vous David, avant le début des opérations, Donald Rumsfeld avait prédit que la guerre durerait 6 jours ou bien 6 semaines, en tout cas pas des mois. Et bien cela aura duré finalement 3 semaines pour faire chuter le régime de Saddam Hussein. Après un flottement au début des opérations dans le sud du pays, du fait de la résistance irakienne, eh bien la machine militaire américaine s'est mise en marche et c'est finalement avec très peu de soldats, quelques milliers seulement, que Bagdad est tombé aujourd'hui. Donc pour le moment, la stratégie de Donald Rumsfeld est un succès, d'autant que, vous l'avez dit, le bilan des pertes américaines est très faible, mais il faut dire aussi que le déséquilibre des forces était
bien trop grand. L'armée irakienne, la garde républicaine ne se sont pas battus, ou très peu. Et c'est vrai qu'on se demande ce soir où est passée l'armée irakienne. Et comme d'habitude, j'allais dire, eh bien, ce sont finalement les civils qui ont payé, les civils irakiens qui ont payé le plus lourd tribut à cette guerre. Ce sera très certainement un élément à prendre en compte par les Américains pour l'après-guerre, pour l'Irak sans Saddam Hussein. Merci Thierry, vous restez avec nous. Cette guerre qui n'est pas terminée, hein, rappelons-le, il y a la ville de Tikrit, on en parlait, il y a aussi les villes très importantes de Mossoul et de Kirkouk, plus au nord. Mossoul où les Américains alliés aux combattants kurdes ont réalisé une nouvelle percée aujourd'hui. Envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Olivier Robert. Quand les Peshmerga font du tourisme, quand ils découvrent la beauté du monastère Saint-Matthieu à Makloub, dont le régime de Saddam Hussein les a trop longtemps privés. C'est ici que Saint-Matthieu a fini sa vie, dans la Perse du IVe siècle. Mais ce qui intéresse surtout les combattants kurdes, c'est la situation du monastère à flanc de montagne, surplombant la ville de Mossoul et ses champs pétrolifères. C'est après des frappes américaines que le mont Makloub a pu être investi par les Peshmerga qui ont vaincu sans péril. Les Irakiens n'ont pas supporté la violence des bombardements, nous explique cet officier. Beaucoup de soldats sont morts, les autres ont battu en retraite. La route qui mène à Makloub est jonchée d'épaves. La caserne a été abandonnée. Les soldats irakiens y ont laissé toutes sortes de munitions, roquettes anti-chars ou obus de mortier, bien inutiles contre les avions. Les Peshmerga nous montrent leur butin, sans précaution particulière. Jour après jour, les combattants progressent grâce à l'appui de l'aviation américaine. Mais ici, nous sommes à 30 km de Mossoul que les Kurdes revendiquent. Là-bas, la population est kurde, affirme ce Peshmerga. On parle kurde, on y étudie le kurde. Mossoul et Kirkouk font partie du Kurdistan. Pour les Américains, aujourd'hui, la priorité est de calmer l'ardeur de ces Kurdes que la Turquie surveille de très près. Jérôme Bonny, on vous retrouve en direct à Erbil, pas très loin de là. Bonsoir. Jérôme, quelles conséquences peut avoir cette chute du régime irakien sur ce front du Nord? Est-ce qu'on espère par exemple une rébellion à Mossoul et Kirkouk? Écoutez, c'est un fait que dans ces villes de Mossoul et de Kirkouk, semble-t-il, il y a un certain nombre de Kurdes, malgré l'arabisation de ces régions. Alors évidemment, le moindre signe de faiblesse du régime va encourager ces populations à se révolter. Alors ici, on assiste à une accélération du processus des opérations militaires. On voit que les bases américaines sont consolidées et le but, bien sûr, c'est d'aller vers ces champs pétrolifères. Pourquoi? Pas seulement pour faire échec à ce qui resterait d'une résistance irakienne, mais aussi pour contrôler les puits de pétrole. Parce que, bien sûr, vous savez que ces puits de pétrole sont convoités par les Kurdes, qui ce soir, vous l'entendez, sont très heureux de ce qui est en train de se passer à Bagdad. Donc ces Kurdes voient la chute du régime et ils ont toujours considéré que Mossoul et Kirkouk, comme on le disait dans le sujet, faisaient partie du Kurdistan. Mais les Turcs, bien sûr, sont très inquiets. Les Turcs ne veulent pas d'un Kurdistan consolidé par l'assise économique énorme que représentent, bien sûr, ces champs pétrolifères. Alors la mission essentielle des Américains, c'est sans doute dans la région, surtout de sécuriser ces puits de pétrole et d'éviter une espèce de ruée vers l'or noir qui ne pourrait qu'inquiéter l'allié turc. Merci Jérôme. En tout cas, au Kurdistan, des scènes de joie ont effectivement suivi la nouvelle de la chute de Bagdad. Reportage Vincent Nguyen, Hubert Martin. Oui, ce sont bien des kalachnikovs qui claquent, mais elles ne visent que le ciel. Un gros nuage vient de mourir et le soleil brille sur le drapeau kurde. Bagdad est en train de tomber. La guerre n'est pas finie, tant pis. Les habitants d'Erbil fêtent déjà la libération. Du régime de Saddam Hussein, les Kurdes n'ont que trop souffert. C'est le plus beau jour de notre vie, crient les gamins. On est débarrassé de Saddam. En anglais, le répertoire va de Fucking Saddam à Bush, I love you. Le président américain et son allié britannique sont sans aucun doute les héros du jour. Ces Kurdes ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, mais demain est un autre jour. Pour l'instant,
il savoure. Omar dit que son thé a un meilleur goût maintenant, celui de la liberté. On ignore si Saddam est mort, mais son régime est en lambeaux et les Kurdes sont sûrs que de l'ogre, ils ne feront qu'une bouchée. Cette certitude, évidemment, ils l'écrivent en américain. Et alors que les combats continuent, cette débâcle du régime ouvre aussi bien sûr le chapitre de l'après Saddam Hussein. Quelle place pour l'opposition irakienne en exil, qui revient, qui est déjà revenue, mais qui est très divisée. Bonsoir Faisal Chalabi, vous êtes le porte-parole du Congrès national irakien, le CNI, mouvement qui a, disons, la faveur de Washington, et vous êtes aussi le neveu de son dirigeant, Ahmed Chalabi, vous êtes à Kuwait City. Mais avant de vous entendre, on va voir pour la première fois à l'œuvre ce qu'on appelle les forces irakiennes libres, 700 hommes déjà en place dans le sud de l'Irak. Ils ressemblent aux Américains, ils ont l'uniforme des Américains, mais ce sont bien des Irakiens. Reportage de nos envoyés spéciaux à Nadjaf, Laurent Boussier, Dominique Marotel, Sabine Albertelli. Abba Saddam, ce sont des soldats irakiens, ce sont les héros de la liberté. Joie véritable ou signe de soumission au nouveau pouvoir qui se met en place, c'était ce matin l'accueil de la population de Nadjaf à la première entrée dans une ville irakienne de soldats issus de la résistance à Saddam Hussein. Une première parade avec un succès assuré. Puis, très vite, dans l'après-midi, la mise en place d'un système de sécurité. Nous allons établir ici la première nouvelle force de police en Irak qui va s'occuper des affaires civiles car les pillages continuent. Cette police veillera à ce que toutes les religions soient tolérées et à ce que l'Irak devienne une démocratie où les gens auront une vie meilleure. C'est dans les locaux de la police que le colonel Abdul Manem, lui-même ancien policier, va installer son quartier général. Entouré, conseillé par les hommes des forces spéciales américaines, il a donc pour mission de rétablir l'ordre dans la ville, puis dans la région. Déjà, les premières arrestations ont eu lieu. Pour eux, les ennuis commencent. Pour d'autres, au contraire, c'est une sorte de revanche. Après avoir passé 2 ans dans cette prison, Raïs Abdallahi a rejoint la résistance. Originaire de Nadjaf, il a tenu à nous faire visiter les cellules dans lesquelles il a été détenu et torturé. Dans cette cellule, ils enfermaient les prisonniers juste avant de les pendre. Ici, c'était pour les innocents qui s'opposaient au régime, une cellule sans lumière, à part celle des soupirails. Là, ils nous pendaient par les poignets pendant des heures. C'était ça les méthodes de Saddam Hussein alors qu'il parlait de liberté. Avant de partir, les hommes de Saddam Hussein ont essayé de détruire le maximum de preuves. Mais ça et là, on trouve encore des listes de personnes arrêtées, leurs empreintes, leurs photos et les registres de la prison. À l'extérieur, le doute a succédé à la liesse. Dans cette ville cataloguée pro-Saddam, il y a quelques semaines encore, sur les visages se lit presque l'inquiétude. Beaucoup se posent des questions sur les nouveaux arrivants, sur les nouveaux maîtres de la ville. Les Américains font donc faire le travail de nettoyage et de sécurisation de la ville aux Irakiens. Une manière pour eux de ne pas apparaître dans la ville, une manière pour eux de rester à l'extérieur des problèmes. Voilà, on va retrouver Faisal Chalabi dans un instant. Nous avons un petit souci du côté de Kuwait City. Donc en attendant, les réactions à cette chute de Bagdad, qu'en dit-on dans les villes arabes? Que dit-on de la présence des chars américains dans la capitale historique du monde arabe, à Amman, en Jordanie? Reportage Florence Bouki à Frédéric Faure. La stupeur dans la capitale jordanienne. Depuis 21 jours, minute par minute, la rue se tient informée de la situation en Irak. À Bagdad, la statue de Saddam Hussein vient de tomber. Les frères irakiens auraient donc baissé les armes. Les Jordaniens ne peuvent y croire. Bagdad n'est pas tombé. C'est ça qu'il faut comprendre. Bagdad, c'est la capitale des Arabes. Ces Irakiens qui crient leur joie, ce sont des pantins. Les Américains les ont ramenés de toutes les régions. Ce sont les gens de l'opposition, des pro-américains, des traîtres. Sur ce trottoir, mêlé aux Jordaniens, quelques Irakiens réfugiés à Amman. Certains ne sont venus ici que pour trouver du travail. D'autres ont fui le régime de Saddam. Le ton monte. On va refaire la même révolution qu'au siècle dernier. Et Inch'Allah, notre régime reviendra tel qu'il était. Enfin, si rien ne m'empêche, si Dieu veut, je vais revoir ma famille, mort ou vivant. Je rentre à Bagdad.
La discussion durera longtemps. Mais tous, Jordaniens, Palestiniens, Irakiens de tous bords, sont d'accord sur une chose. Les Américains doivent quitter l'Irak très vite. Cet après-midi, le ministre jordanien des Affaires étrangères a déclaré solennellement que le peuple irakien doit dorénavant décider seul de son futur. Un message peut-être d'abord destiné à la rue jordanienne, car depuis le début de la guerre, le pouvoir ici affirme son soutien aux Américains, alors que le peuple, lui, ne supporte pas l'idée d'une occupation par les Américains d'un pays arabe, voisin et frère. Alors précisément, quel scénario pour l'après-guerre? C'est bien sûr l'une des questions ce soir. Nous retrouvons donc Faisal Chalabi. Merci d'être avec nous. C'est bien vous cette fois, en chair et en os, on vous voit. Vous êtes, je le disais, le porte-parole du Congrès national irakien, l'un des principaux mouvements d'opposition et qui a les faveurs des États-Unis. D'abord un mot sur une déclaration de votre oncle qui dirige le CNI et qui disait il y a quelques heures, d'après moi, Saddam Hussein est en fuite, mais il est toujours vivant. Est-ce que vous avez des précisions? Qu'est-ce qui justifie cette déclaration? Je n'ai pas plus de précisions sur le sort de Saddam Hussein, mais je pense qu'il est de plus en plus impotent et de plus en plus... son emprise psychologique sur le peuple irakien existe de moins en moins. Ça paraît à peu près certain. Monsieur Chalabi, les autres mouvements d'opposition irakiens refusent, eux, de s'investir dans l'après-guerre si l'administration américaine supervise cette après-guerre. Ils souhaiteraient que l'ONU s'en occupe. Pourquoi préférez-vous, vous, Washington, aux Nations Unies? Nous préférons Washington tout simplement parce que nous pensons que nous avons besoin d'un appui très puissant pour entreprendre toutes les réformes nécessaires de l'État irakien. Il y a un programme de débassification qui est nécessaire. Le parti basse est présent sur tous les échelons de l'État irakien et ces instances doivent être pratiquement aseptisées. Au même exemple, au même titre que l'Allemagne de l'après-guerre a été dénazifiée et que le Japon a dû être démilitarisé. Mais ne craignez-vous pas une réaction hostile de la population irakienne à une présence prolongée des Américains? Nous pensons que les Américains vont très bien savoir nous appuyer et vont guider les Irakiens dans cette entreprise. Une chose leur présence... Allez-y. Leur présence sur place va être un sérieux appui au peuple irakien et ces Américains, les forces de la coalition, vont nous fournir les outils et la plateforme nécessaires à cette démocratisation de l'Irak. Monsieur Chalabi, j'imagine que malheureusement la bureaucratie de l'ONU ne pourra pas faire. Monsieur Chalabi, j'imagine que votre oncle est candidat à plus ou moins long terme aux plus hautes responsabilités en Irak, mais il est contesté. Il est vrai que je le disais que l'opposition est divisée, mais on lui reproche notamment d'avoir quitté l'Irak à l'âge de 11 ans et de ne plus connaître le pays. Ces choses-là sont assez futiles parce qu'il s'agit de considérer en fait que tous les Irakiens qui sont en exil, ils sont plus de 4 millions, sont des citoyens de seconde zone. Le changement devait venir de l'extérieur, viendra de l'extérieur et se mélangera au peuple et voilà, toutes les expériences sont utiles dans la reconstruction de l'Irak, qu'elles soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'y a pas de différenciation entre les gens qui étaient en exil, les Irakiens qui étaient en exil et les Irakiens qui étaient restés à l'intérieur. Merci Faisal Chalabi, vous étiez en direct de Kuwait City. Merci d'avoir été avec nous. Et direction les États-Unis maintenant. D'un point de vue américain, cette chute de Bagdad ne justifie pas la guerre, certes, mais conforte ses partisans. À New York, nous retrouvons l'un de nos correspondants, Pascal Golomer. Il y a 3 semaines exactement, c'est ici, à Times Square, que des centaines d'Américains avaient appris sur écran géant le début de la guerre. Aujourd'hui, sous une pluie glaciale, ils étaient bien peu à s'arrêter pour suivre en direct la chute de Bagdad. Il faut dire qu'avant de partir au travail, beaucoup avaient déjà suivi dans la matinée les émissions spéciales proposées par toutes les grandes chaînes de télévision. Les images de Bagdad en liesse sont diffusées en continu, mais le ton des commentaires à l'antenne se veut encore prudent. Une prudence qu'on retrouve dans les rues de Manhattan. Même si on ne découvre pas d'armes de destruction massive, ce sera une bonne chose d'être venu à bout de cet empire du mal si cruel qui pratiquait la torture et le viol. Il y a peut-être encore des forces irrégulières qui traînent. Ils disent que le régime est tombé, mais je ne sais pas si on peut vraiment le croire. Il y en a encore pour un moment avant que nos troupes reviennent.
S'il en est un, en revanche, qui devant de telles images a du mal à contenir sa satisfaction, c'est bien le vice-président Dick Cheney, favorable depuis longtemps à une telle intervention. Au tout début des opérations militaires, notre plan a été critiqué par des généraux à la retraite incorporés dans les studios de télévision. Mais le déroulement des combats au fil des jours a clairement démontré la sagesse de ce plan. La bourse, elle, n'a pas sauté au plafond, loin de là. Bien sûr, dans les salles de marché, on jette un œil sur les écrans de télévision. Mais on songe surtout aux difficultés à venir. Pas de hausse spectaculaire des indices, donc personne ne s'est précipité pour acheter des actions. Ça reste une indication qu'il y a prudence. Les marchés bougent parce que on réagit aux news, on réagit à la télévision, on réagit aux images, mais dans des volumes relativement faibles qui prouvent que les vrais intervenants ne sont pas là. Pas d'euphorie ni d'optimisme excessif ici à New York. Les Américains savent bien que même si la bataille de Bagdad semble terminée, il est encore trop tôt pour crier victoire. Bonsoir Étienne Lénart. À Washington, la modestie est donc de mise, visiblement. Oui, si jubilation il y a, David, elle est restée en coulisses, bien cachée. Il est bientôt 3 heures de l'après-midi et George Bush n'a pas sorti la tête de la Maison-Blanche de la journée. Son porte-parole a simplement dit qu'il était heureux pour les Irakiens, qu'il avait regardé les événements de ce matin à la télévision entre deux réunions, que lorsque la statue de Saddam Hussein s'était effondrée dans le centre de Bagdad, il s'était exclamé la statue est tombée. Triomphe modeste donc, et c'est sans doute calculé dans la mesure où on l'a dit et répété. Eh bien, ce qui attend les Américains maintenant avec la reconstruction de l'Irak risque d'être une tâche au moins aussi complexe que la guerre elle-même. Oui, triomphe modeste, Étienne, mais déjà on brandit cette victoire comme un avertissement. Oui, il y a des déclarations qui sont effectivement assez inquiétantes. Celle de l'un des adjoints de M. Colin Powell, qui s'appelle John Bolton, qui est sous-secrétaire d'État donc au ministère des Affaires étrangères, qui est réputé pour être un conservateur et qui a dit ce matin à l'adresse de la Syrie, donc des Syriens à Damas, eh bien que la Syrie ferait bien de méditer l'exemple irakien. Sous-entendu, si vous participez ou si vous soutenez des actes terroristes, il vous arrivera la même chose. M. Rumsfeld vient de redire également, vient de lancer un nouvel avertissement à la Syrie il y a une demi-heure à peine au Pentagone. Il me semble qu'il s'agit plus de menaces rhétoriques qu'autre chose. La plupart des observateurs ici sont persuadés, au contraire, que les États-Unis vont maintenant se concentrer sur la reconstruction de l'Irak, mais aussi de l'Afghanistan, où ils sont présents depuis 1 an et demi, un pays qui n'est toujours pas sécurisé, et puis également que dans les prochains mois, M. Bush va s'occuper de l'économie américaine, qui, vous le savez, ne va pas bien, pour ne pas rééditer les erreurs de son père, qui avait gagné une guerre en 1991 et qui, dans la foulée, 1 an après, avait perdu les élections parce que le portefeuille des Américains n'allait pas bien et qu'un jeune gouverneur de l'Arkansas qui s'appelait Bill Clinton le leur avait dit, le leur avait fait comprendre et qu'il avait fini par remporter l'élection. Merci Étienne. Réaction aussi de Tony Blair, le sourire de Tony Blair. C'était aux communes tout à l'heure. Le Premier ministre britannique s'est dit enchanté de cette information concernant la chute du régime de Saddam Hussein. Et puis les réactions en France, où à quelques exceptions près, vous le savez, la classe politique était d'accord avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin pour refuser cette guerre. Alors la chute de Bagdad fait-elle chanceler les positions? Réponse avec Alexandre Cara dans les couloirs de l'Assemblée. Après 3 semaines de silence prudent, à l'Assemblée nationale, on s'exprime de nouveau sur l'Irak. Si les ténors des partis évitent les micros, la plupart des députés, eux, n'hésitent pas à parler. Je suis heureux de la victoire des Américains, car jusqu'à nouvel ordre, le camp de la liberté est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique que le régime de Saddam Hussein. D'autres regrettent les ambiguïtés passées. C'est que mon pays, la France, est par moments donné le sentiment de choisir plus, d'oublier les peuples, leur aspiration à la liberté, pour dire oui la paix, mais pour laisser les dictateurs en paix. Pour certains, c'est même un véritable fiasco diplomatique. L'accueil par les populations libérées de leurs libérateurs est exactement celle que l'on pouvait attendre. Or, malheureusement, notre diplomatie a dit le contraire. Malheureusement, nous avons changé nos alliances. Et aujourd'hui, il est peut-être temps de reconnaître nos erreurs. Ce n'est pas l'analyse des députés qui ont toujours critiqué l'intervention de la coalition. Je crois qu'aujourd'hui, au moment où on discute de paix, le rôle qu'a joué le président de la République, l'écho qu'il a acquis dans les pays du Moyen-Orient, renforcé suite à cette crise, à mon avis, rend la position française plus crédible. Enfin, côté socialiste, si on ne regrette pas le régime, c'est surtout sur le futur qu'on insiste. Personne ne va verser une larme, et en tout cas ce ne sera pas mon cas, sur Saddam Hussein et son régime. C'est un régime atroce, on le sait, on le dénonce depuis très longtemps. Le problème maintenant, c'est de savoir si on va collectivement gagner la paix.
Et si on ne le dit pas devant la caméra, pour beaucoup de députés, la conclusion est la même. Diplomatiquement, pour la France, le plus dur reste à venir. Thierry Tuilier, le déroulement de ces opérations militaires ne risque pas de mettre les positions françaises un peu en porte-à-faux? Si c'est vrai que le scénario de la guerre peut la mettre en porte-à-faux, il donne en tout cas de l'eau au moulin à ceux qui à Washington pensent cantonner l'ONU dans un rôle marginal. Et d'ailleurs, on voit bien que les Américains veulent accélérer le mouvement. Ils ont annoncé une réunion de l'opposition dans les prochains jours à Bagdad pour mettre en place une administration provisoire. Et pour le moment, dans leur tête, il n'est absolument pas question de l'ONU. Merci Thierry, voilà ce que nous pouvions dire sur cette journée capitale, bien sûr, dans cette guerre de l'Irak. Le reste de l'actualité en bref, ce sont d'abord ces 4 Palestiniens tués à Beit Hanoun, dans la bande de Gaza, après une nouvelle incursion de l'armée israélienne, incursion menée au lendemain d'une opération de liquidation contre un responsable de la branche militaire du Hamas, qui avait été tué avec 6 autres Palestiniens, toujours à Gaza. Sachez par ailleurs qu'une grenade a explosé dans une école près de Jenin, en Cisjordanie. 29 blessés, dont 4 graves. Attentat revendiqué par un groupe juif d'extrême droite. On reparle de Ben Laden avec un nouvel enregistrement. L'agence de presse américaine AP lui attribue ce message audio que vous entendez et dans lequel le chef d'Al-Qaïda appelle les musulmans à organiser des attentats suicides, à attaquer les pays arabes qui soutiennent la coalition. Il était muet depuis le début de la guerre en Irak. Enregistrement impossible bien sûr à authentifier. En France, on retiendra ce projet de loi sur la criminalité organisée, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. 2 mesures principales. Un statut de repenti d'abord, avec des réductions de peine prévues pour ceux qui dénonceront des complices. Et puis la possibilité de plaider coupable, comme dans certains pays anglo-saxons. L'accusé qui reconnaît les faits pourrait ainsi éviter une instruction et raccourcir les détentions provisoires. Un rapport sur le divorce également, remis au garde des Sceaux. Objectif de cette réforme, simplifier les procédures, raccourcir les délais, baisser les frais de justice, limiter la portée du divorce pour faute. Un projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres au mois de mai. Et une image de sport enfin avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. 2 matchs hier. Le Real Madrid, lors d'une rencontre somptueuse, a battu le Manchester United 3-1. But signé Figo et puis un doublé de Raoul côté espagnol. Côté anglais, un but de Van Nistelrooy. L'Ajax et le Milan AC ont fait match nul 0-0 suite des matchs ce soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. Dans quelques instants, un téléfilm inédit et qui a déjà reçu plusieurs prix. Une preuve d'amour. L'info sur France 2, dernier journal 1h20. Jean-Claude Renaud. Demain, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Frédéric Joly, porte-parole de la Croix-Rouge. Il sera bien sûr question de la situation humanitaire en Irak. Et on se quitte précisément avec l'image symbole de cette journée à Bagdad, la plus grande des statues de Saddam Hussein, déboulonnée en fin d'après-midi. À demain.